Bienvenue sur le podcast d'Agora, Demain de Bottes, pour assouvir votre curiosité de coopérateur engagé. Je suis Honorine, responsable communication au sein de la coopérative. Et quand je discute avec vous, les questions de transmission et de transition sont toujours présentes. Alors cette fois-ci, je prends mon micro, restez à l'écoute pour des conversations enrichissantes et une dose d'inspiration pour naviguer dans ce paysage agricole en constante évolution. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Demain de Bottes, en format spécial aujourd'hui, avec un replay de notre événement Agroforum. L'Agroforum, c'est un événement technique et prospectif qui a réuni cette année près de 450 participants. Dans cet épisode, je vous propose de revenir sur le témoignage d'Alexis Hameux, agriculteur à Wormhout, dans les Flandres. Alexis a repris la ferme familiale en 2011 et aujourd'hui il cultive 100 hectares de pommes de terre, betteraves, blé, haricots et pois de conserve et il exploite également 250 hectares dans la Creuse. Historiquement, malgré les essais sur la réduction du travail du sol et des apports réguliers d'effluents, Alexis constatait que les taux de matière organique de ces sols stagnaient. Il a cherché des solutions et c'est par l'intégration progressive des couverts végétaux dans sa rotation qu'il a pu observer des changements. Et donc les couverts végétaux sont devenus la pièce maîtresse de son système qui lui ont permis finalement de faire évoluer en profondeur ses pratiques. Et donc aujourd'hui, Alexis il parvient à se passer de glyphosate, d'insecticides et avec des rendements équivalents, voire supérieurs à ceux d'un système conventionnel. Mais surtout, et ce qu'il recherchait, une meilleure résistance face aux aléas climatiques. L'objectif d'Alexis a toujours été clair, améliorer la vie du sol tout en garantissant la viabilité économique de son exploitation, c'est plutôt cohérent. Et donc partant de ce constat, Alexis va nous parler avec beaucoup de spontanéité de ce qu'il met concrètement en place sur sa ferme et des 15 années aussi de recul et d'expérience qu'il a sur une transition en agriculture de conservation des sols, notamment avec des cultures industrielles. Il partage aussi des clés très opérationnelles donc sur les couverts végétaux, le choix des espèces, la construction des mélanges, leur conduite tout au long de la campagne entre le semis et la destruction. Et donc ça va être particulièrement pertinent en ce moment parce que ça va être la période où beaucoup d'entre vous, agriculteurs adhérents, réfléchissent à leur gamme de couverts végétaux pour la saison qui arrive. Et à la fin de l'intervention d'Alexis, vous pourrez entendre un temps d'échange avec les agriculteurs présents dans la salle qui permettra d'aller un petit peu plus loin aussi dans l'échange. Parfois dans cet épisode vous entendrez des références à des images de son diaporama, mais je vous rassure, cela n'enlève en rien la compréhension de son témoignage. Alors si vous êtes en réflexion, en transition ou simplement curieux de confronter vos pratiques à un retour d'expérience solide et plutôt assumé par Alexis, cet épisode devrait vous plaire, mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir le témoignage d'Alexis. Bonne écoute. On m'a invité ici pour vous expliquer ce que je fais sur ma ferme. Donc ça n'a pas du tout vocation à vous dire ce que vous devez faire chez vous, c'est vraiment vous montrer mon parcours et les outils qu'on a adaptés pour essayer de travailler le moins nos sols. Et on s'est surtout appuyé sur des couverts très longue durée pour améliorer notre capital sol. Donc quand je parle de couverts longue durée, c'est des semis au cul de la batteuse jusqu'à une destruction qui peut aller comme cette année à la veille des plantations de pommes de terre par exemple. Donc je vais vous expliquer ce qu'on a mis en place et surtout vous parler du parcours depuis maintenant 15 ans, même un peu plus avant car j'avais commencé grâce à mon père tout ça. Donc le contexte, moi je suis situé juste en dessous de Dunkerque. On est dans des terres assez faciles, on est aux alentours de 17% d'argile, c'est assez limoneux. Une centaine d'hectares avec des cultures classiques du secteur, pommes de terre, betteraves, céréales, légumes, pois, haricots, épinards. Donc voilà, je sais que parler d'ACS dans un système comme ça fait dresser les cheveux de certains, mais nous, on est dans un contexte économique où ce serait une connerie de se passer de ces cultures à forte valeur ajoutée. On a le matériel, on a les bâtiments, donc on adapte au mieux après pour préserver notre sol avec ces cultures-là qui nous permettent de faire tourner sur une centaine d'hectares. Moi, je suis avec 2 salariés.
Donc voilà quoi. Économiquement, je suis pas là pour enfiler des perles, on est vraiment là pour gagner de l'argent. Et pour l'instant, on résiste. Donc ça va. Donc tout ça, tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, et je suis très heureux de vous le présenter parce que ça va me permettre de continuer ce qu'on m'a offert durant toutes ces années. C'est que ce que je fais, j'ai rien inventé, je l'ai toujours appris des autres, par des formations, par des visites, par de la lecture dans tout genre, sur Internet ou autre. Et c'est des partenariats qu'on a créés depuis longtemps avec des groupes comme Terre Avenir, qui nous ont amené des gens, des formations sur les insectes, sur les sols, sur un tas de choses. AgroLeague, qui est plus récent, pour qui je travaille aussi. Et aussi la PAD, donc la PAD qui est l'association de promotion de l'agriculture durable, qui nous fait avancer sur un tas de sujets. Donc voilà, c'est grâce à tout cela et encore d'autres, hein, les copains, les voisins, grâce à qui on a pu voir des choses, les tester chez nous et faire ce qu'on fait aujourd'hui. Donc on bosse aussi beaucoup avec des copains pour se motiver l'un à l'autre, faire des tours de plaine. On bosse aussi avec les Belges parce que je suis à 12 km de la Belgique. Et il y a des grosses associations en Belgique qui fonctionnent aussi super bien sur ces systèmes-là. Donc je vais démarrer par de vous parler sur les couverts longue durée. Donc ça a été une réflexion qui a pris quelques années à venir. En fait, si on redémarre aux alentours de 2011, donc quand je me suis installé après mon père, on était sur un système très classique. L'été, on déchaumait 3 fois, on sous-solait un bon coup, on était content. La plaine était nickel, il n'y avait pas un bout de verre qui dépassait. L'hiver arrivait là-dedans, il pleuvait, il y avait des flaques d'eau partout. On ne comprenait pas trop, on se disait merde, on a bien bossé, on a bien cramé du gasoil. Et pourtant, il y a de l'eau qui stagne. On est sur des sols assez plats, il y a des basses quand même un peu partout, donc on a vite de l'eau stagnante. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui m'intriguait. Quand on recommençait l'été suivant, on ne voyait pas d'amélioration. Donc on a commencé à entendre parler du SMI direct, des couverts végétaux, on a tâté le terrain, on a essayé des mono-espèces, des deux espèces, mais toujours avec beaucoup de travail de sol, en pensant à faire les champs propres, à préparer la structure. Et en fait, on était complètement à côté de nos godasses. On n'améliorait rien du tout, on décarbonait et on vidait nos sols de matière organique. Donc à l'époque, on était autour de 2,2 de matière organique. Donc tout doucement, on a compris que les couverts, c'était une porte ouverte pour aller de l'avant vers nos structures de sol. Mais bon, il a fallu beaucoup de temps pour maîtriser ça. Donc on a commencé à faire des plus gros couverts et puis de fil en aiguille, en 2016, on avait fait une formation sur les semi-directs de couverts. Donc avec un copain, on a pris le déchaumeur de la ferme, on l'a modifié en semoir et puis on s'est dit on verra bien comment ça se passe. On a commencé à faire des mélanges avec 4, 5, 6 espèces et on est parti semer au plus vite derrière la batteuse. On a semé notre couvert. Et on s'était dit, en tentant l'expérience, on modifie la machine comme on peut. On avait une trémie frontale. Et puis, il se passera ce qui se passera. On modifiera en allant. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ça a quand même pas mal marché. Donc, on a continué dans cette voie-là, continué à faire des formations sur les couverts parce que ça se fait pas tout seul. Il y a plusieurs sons de cloche. C'est pas toujours évident de s'y retrouver. Donc, moi, la stratégie que j'ai adoptée aujourd'hui, que j'utilise toujours, c'est des couverts avec beaucoup d'espèces. Quand je dis beaucoup d'espèces, c'est entre 12 et 15. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas choisir. C'est à peu près ça qui résume mon choix. C'est très compliqué d'avoir le bon couvert dans la bonne parcelle avec le bon précédent, la bonne culture qui succède. J'observe tous les ans la même chose, c'est qu'en gros on fait un mélange pour une cinquantaine d'hectares, on va le semer admettons dans 10 champs, et dans 10 champs j'aurai 10 résultats différents. Donc comme j'ai pas de boule de cristal,
Et ben, on met tout ce qui fonctionne. Alors, on fait les couverts qui passent parfois les 100 euros sans problème. Mais la réflexion économique que j'avais fait à l'époque, au début des couverts, c'était comme je supprimais 3D chômage et un sous-solage, et ben, ça me laissait déjà un budget entre 60 et 80 euros facilement que je pouvais mettre dans les semences. Donc, ce qu'il faut, c'est trouver ce qui vous plaît dans les couverts et surtout se former. Donc, moi, ce que je fais, c'est pas mal de légumineuses, donc des févroles, de la geste, des pois fourragers. On va mettre toujours des graminées, donc de l'avoine. Normalement, j'avais noté. De l'avoine, du seigle, et surtout jamais oublier les crucifères. Donc les crucifères, j'en mets toujours beaucoup d'espèces: radis, navette, moutarde, moutarde d'Abyssinie, moutarde classique. Des choses à noter, c'est que tout ce qui va être crucifère, si vous voulez pas que ça dépasse, enfin que ça prenne le dessus sur tout votre couvert, c'est jamais mettre plus de 2 kg, 2 kg et demi dans votre mélange. Ça, c'est une règle que j'ai appris en formation, et c'est vraiment une règle importante parce que les crucifères sont hyper importantes pour votre structure de sol, mais elles pourraient très vite prendre le dessus. Donc ce mélange, il a pour objectif aussi, on met des plantes plus précoces, enfin plus d'été, donc du lin, on va mettre du fenugrec, de la gesse, qui vont se développer très vite derrière le semis et qui vont, eux, pas passer l'hiver. Donc ces plantes-là auront un effet de développement rapide pour couvrir le sol, apporter différentes choses au sol, aller pomper les éléments minéraux et recracher des exudats racinaires. Et après, on va aller plus sur d'autres espèces. Surtout dans mon mélange, ça va être principalement la navette qui va systématiquement passer l'hiver et redémarrer au printemps. Parce que aujourd'hui, si on va dans mes champs, les couverts, ils sont complètement écrasés par l'hiver qui est passé par là. Donc pour vous donner un ordre d'idée, mon objectif, c'est de produire au minima 10 tonnes de matière sèche à l'hectare. Aujourd'hui, donc sur la première photo que vous voyez avec le télescopique au début, là, c'est un couvert après poids qui frôle les 12 tonnes. Alors ça, c'est le Graal, on est content. Surtout que c'est un couvert qui va redémarrer au printemps, vu que ça va être pour des pommes de terre. Donc on espère refaire 3-4 tonnes au printemps, donc on va avoisiner les 15 tonnes. Donc là, c'est vraiment au niveau recyclage des éléments et fabrication de matière, on est vraiment pas mal. Donc tout ça, comme je vous dis, donc l'objectif, c'est de faire en gros 6 tonnes, 7 tonnes pendant l'automne, et refaire 3-4 tonnes au printemps jusqu'à la plantation des patates, des betteraves, du maïs, des pois. Moi, toute culture de printemps, ça va être la même logique, parce que je sais pas adapter les choses à la parcelle, et puis sur la moisson jusqu'au printemps, il y a tellement de choses qui peuvent changer que voilà. Donc une fois que on a mis tout ça, c'est bien, mais nous, notre plus gros souci rencontré avec ces couverts pendant plusieurs années, ça a été comment les détruire, parce que faire des gros couverts, c'est bien, mais après, il faut quand même passer avec nos outils mécaniques pour planter des pommes de terre. Donc ça a vraiment été toujours notre plus gros souci. Mais pour l'instant, on les a semés, c'est déjà pas mal. Pour quelques anecdotes, cette année, on a pratiqué la fissuration. C'était pas arrivé depuis des années, mais on est sorti de 2 années où on a bien abîmé nos sols aux récoltes de pommes de terre, de betteraves. Donc on avait des structures qui étaient plus quand même terribles, hein. Donc on a pris la décision cet été de tout fissurer. Donc en général, moi je ramasse les pailles depuis quelques années. Bon, ça c'est un autre discours.
c'est comme ça dans mon système. Il y en a qui ramassent, il y en a qui ramassent pas, mais ça évite certains problèmes, surtout de passage d'outils. Donc on a tout fissuré cet été. On a roulé tout de suite la fissuration et on a semé aussitôt. Alors j'ai eu très peur parce que ça s'est fait autour du 25 juillet. Et cette année, l'été a quand même été relativement sec. Mais on a eu de la chance, tout a levé. Et c'est ce qu'on a toujours remarqué avec le semis, avec un semoir à dents. Un semis simplifié à dents, c'est quelles que soient les conditions, dans notre secteur nord de France, on a toujours la levée. La levée se fait systématiquement. Alors notre mélange, je pense qu'il a cette force-là, c'est que, comme je disais tout à l'heure, dans chaque parcelle, le couvert va être différent. Parce que il y a des plantes qui vont savoir lever dans le sec, il y en a qui vont préférer des périodes plus humides. Donc ça nous permet d'avoir un couvert passe-partout, quoi. Un petit sujet sur les apports organiques. Donc j'ai pas d'élevage, mais on apporte depuis très longtemps, c'est historique, pas mal de matière organique dans les champs. Donc quand je parle de matière organique, ça reste des fientes de poule, du lisier. Hein, on a un petit peu de fumier de bovin, mais pas beaucoup. Donc c'est pour apporter surtout de la fertilité. On me pose souvent le problème, ouais, mais comment tu fais tes apports et semer des engrais vertaux? Moi je veux des chômés. Il faut enfouir, ça marche pas, après c'est sec. Donc moi le problème il a été réglé depuis longtemps, c'est que chaque apport organique va être fait dans le couvert. Que ce soit en été ou au printemps, on s'amuse plus à déchaumer, enfouir de l'organique. C'est pour moi une perte de temps totale. On perd du temps sur le couvert, donc qu'est-ce qu'on fait? On sème. Autour du 15 septembre, on va aller faire nos épandages de compost, de fientes ou autre. Ça profite bien au couvert et on n'a jamais eu de soucis de voisinage, ça sent pas bien longtemps. Et au printemps, pareil, on fait souvent des apports au printemps avant nos cultures de pommes de terre. Donc, à l'identique, avant de détruire l'engrais vert, on fait ça dans le couvert. Donc, ce qu'on observe dans nos gros couverts, en fait, pour moi, j'ai quelques armes pour aller dans mes champs. Il y a toujours une bêche dans le coffre de la voiture, un pénétromètre, un couteau dans la poche. Et puis, quand on a envie d'aller un peu plus loin, on prend le télescopique. Donc, c'est ce qu'on fait quand même régulièrement, des profils au télescope pour aller observer nos structures. Parce que c'est la seule manière qui va me permettre de prendre des décisions de ma profondeur de travail pour implanter les cultures. Donc on l'a encore fait il n'y a pas longtemps à 3 copains. On fait le tour de toutes nos parcelles intéressantes, on va dire. Donc ce qu'on a pu observer, c'est assez régulier maintenant dans nos gros couverts. C'est qu'on voit, moi, ce que j'appelle un peu un sol de forêt, beaucoup de racines, de champignons qui se développent en surface. Donc moi je pense que j'ai pas forcément d'approche scientifique de tout ça, mais de mon point de vue de paysan, je pense que c'est très très intéressant. Ça prouve qu'il y a beaucoup de vie qui se développe. Je pense que ça c'est dû au fait qu'on ne travaille pas les sols pendant de très très longs mois, qu'on apporte très peu d'engrais minéral ou de produits chimiques. Ça laisse vraiment la vie reprendre le dessus, hein. Si on part d'un blé qui va être semé en octobre et on revient en mars de l'année, pas d'après, mais l'année suivante, mars-avril, ça nous laisse un sacré delta sans travail de sol. Donc on voit bien nos développements racinaires. On peut observer avec le télescope nos structures en profondeur. Donc on observe des belles choses, parfois aussi des conneries. Ce qu'on a observé cette année avec la fissuration, c'est qu'on retrouve à certains endroits, donc j'ai tout fissuré entre 30 et 35 cm, et on a observé par endroits où on retrouvait la cavité du passage de la dent, qui fait pourtant, à la pointe, elle fait 7 cm de large. Donc on se dit, merde, je pense que la fissuration, en général, elle a fait du bon boulot, mais c'est pas non plus à 100%, quoi. Il y a quand même un défaut. Alors c'est pas partout, mais quand on cherche, on en a trouvé.
On voit des débris qui sont, je pense que c'est des champignons, des mycéliums, je sais pas, mais ça se dégrade en tout cas. Donc ça, c'était au mois de novembre. Donc l'engrais vert a déjà fait quelques mois. Il y a une partie des plantes qui a commencé à se dégrader. Et en fait, c'est pas des pailles qu'on voit là, c'est vraiment les plantes de l'engrais vert les plus avancées qui ont commencé à se faire ronger par la vie du sol et qui sont déjà en train de disparaître, quoi. Donc après, sur les profils de sol, ce qu'on essaye d'observer, c'est leur racinement. On voit beaucoup de chapelets de racines là, qui pendent de partout. On trouve un développement racinaire qui est assez régulier. Alors, c'est pas parfait. Il y a plein d'endroits qui sont encore assez anguleux, mais on trouve des racines qui passent quasiment partout. Au pénétromètre, ce qu'on a beaucoup observé, c'est toujours une zone de tassement autour de 25-30. Une zone de tassement qui est quand même relativement perméable, hein. Les racines passent, les vers de terre passent. J'avais pas de belles photos, mais quand on observe en dessous du profil, entre les deux pales du télescopique, on voit énormément de trous de vers de terre anéciques, hein, les gros vers de terre qui montent et qui descendent. On voit les racines qui prennent ce chemin-là, donc on se doute derrière que ça permet aussi à l'eau de s'infiltrer facilement. Et pour faire le parallèle à ce que je disais tout à l'heure, donc quand on déchaumait, on pensait nettoyer nos champs, on pensait à augmenter notre porosité des sols. Et ben aujourd'hui, on remarque qu'on n'a plus d'eau stagnante. Même avec les 2 années dernières qui ont été très très pluvieuses, on voit plus d'eau stagnante dans nos bas-fonds. Et niveau salissement, on n'a pas fait de fausse mie, on n'a pas fait de déchômage. On retrouve jamais de problème de salissement d'un découvert. Le fait de se mettre tôt au cul de la batteuse, ça nous permet d'empêcher que les graines d'adventice ont l'information de germer. Moi, j'ai toujours un souvenir d'une formation où on m'a dit pourquoi tu veux faire lever ce que tu n'as pas envie de voir. Et ça m'est resté à l'esprit tout le temps. Et ça se vérifie sur le terrain où on ne voit pas derrière de problème de salissement. En fait, la masse de végétation coupe les vivres et la lumière à ce qu'on ne veut pas voir, quoi. Donc on est assez tranquille là-dessus, même au niveau vivace, on, on s'en occupe plus vraiment. Donc comme je disais tout à l'heure, comment arriver avec des gros couverts dans nos cultures de printemps, comme la pomme de terre, nos betteraves, comment passer avec nos outils. Je peux vous dire que j'ai passé des sales quarts d'heure avec mon père parce que des bourres et des planteuses à patates, des semoirs à betteraves, on a fait des conneries. Mais aujourd'hui, on a trouvé à peu près une solution. On a été trouver ça en fait chez les bio. C'est le scalpage. On a trouvé ça vraiment bêtement en formation et sur le coup, on a dit on essaye. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait à chaque fois. Donc l'idée, en fait, pour moi, c'était dommage de venir détruire mon couvert au mois de janvier, février, pour implanter ma culture suivante, parce que je me dis que bah, les moments où il y a le plus de température et d'ensoleillement, ça va être deuxième quinzaine de mars et première partie d'avril. Parce qu'après, il faut quand même mettre une culture. Je suis pas là pour faire des fleurs, même si ça plaît. Donc c'est comme au mois d'août. Hein, pourquoi je me casse la tête à semer très tôt? Parce qu'un jour du mois d'août, c'est 2 jours d'ensoleillement du mois de septembre. Donc forcément, vous allez faire développer la plante, l'enracinement, les exudes racinaires, tout ce que vous voulez. Ça va forcément être du plus dans mon système. Donc vouloir laisser des couverts se développer jusqu'au 15 avril et mettre des patates derrière, c'est bien beau, mais comment on détruit? Donc la solution qu'on a mis en place, c'est un broyeur à l'avant du tracteur et une fraise derrière. Donc l'idée, c'est que le broyeur, il affine au plus fin la partie aérienne. Et on vient scalper, donc pour l'anecdote, c'est comme au début, on ne savait pas trop où on allait en 2019. On a modifié une fraise à patate. On a tout simplement enlevé la cape derrière et on a essayé. Alors le souci de la fraise à patate, c'est que c'est des doigts. Ça ne travaille pas la totalité de la surface, donc on doit aller un peu plus profond pour faire un beau boulot.
Et niveau consommation de gasoil, ça demande beaucoup plus de puissance. Donc maintenant, on s'est équipé avec un copain d'une vraie fraise scalpeuse. Donc l'idée, c'est de travailler entre 3 et 5 cm. Donc oui, on remue la surface, mais c'est pas très profond. Donc il y a plusieurs avantages à notre couvert et des choses qu'on a découvert en allant qu'on ne pensait pas. C'est que comme on laisse bien se développer les choses, donc on arrive sur des plantes assez développées et qui vont très facilement être détruites par une action mécanique. C'est-à-dire pour moi, le plus compliqué à détruire, ça va être des graminées. Mais une fois que vous avez une graminée qui commence à bien monter, vous lui secouez le plateau de talage, elle est capoute, elle ne repoussera pas. Donc en fait, ce qu'on a observé au fil des années, c'est qu'on a pu supprimer totalement du Roundup. Donc aujourd'hui, sur toutes mes cultures de printemps, je fais 0 Roundup. Sur ma ferme, je fais plus de Roundup en fait. Parce que cette action mécanique nous a permis vraiment de tout détruire. Et même chimiquement, hein, arriver sur des plantes comme ça, de toute façon, quand vous avez des radis, des navettes qui sont épais comme mon poing, je ne sais pas combien de litres de Roundup il faudrait, mais c'est indestructible, quoi. Donc il n'y a plus que l'action mécanique qui peut vraiment aller jusqu'au bout du truc. Donc on vient remuer ces 4-5 premiers centimètres vraiment maximum. En fait, notre profondeur de travail, elle va se faire en fonction de comment le sol est lisse. Au plus le sol est plat, au plus on va pouvoir remonter. Donc c'est pas compliqué, on a un 3 points hydraulique sur le tracteur, et s'il y a des endroits où il faut approfondir, on approfondit. Il n'y a rien de compliqué là-dedans, ça se fait tout seul. Donc ça a beaucoup d'avantages en fait, ce passage de mulchage, de fraises, de scalpage. On va attendre que ce soit quand même suffisamment ressuyé. Mais en moyenne, comme on laisse se développer les plantes, tout d'un coup, on a un effet où le sol se met en route et ça se ressuie très bien. Donc, on va scalper ces premiers centimètres. On va mélanger à notre terre grumeleuse du dessus tous nos débris végétaux, donc pas de mélange des horizons. On garde en surface tous ces débris. On va créer donc cette terre fine qui, en moyenne, on essaye de faire ça avec du beau temps derrière pour que ça sèche, pour augmenter encore notre capacité à détruire nos plantes, parce que l'objectif, c'est vraiment de ne plus avoir de plantes vivantes dans notre culture. Donc si jamais il pleut, en fin de compte, on n'est pas si embêté que ça, parce que notre surface travaillée, elle est que de quelques centimètres, donc ça va assez vite ressuyer. Si jamais on a une période très sèche derrière, ça va avoir un gros avantage, c'est comme il n'y a pas de rouleau derrière la fraise, il n'y a pas de rappui, donc il n'y a plus de remontée capillaire. On fait une rupture de capillarité au niveau du travail de la fraise. Donc vous avez forcément quelques mottes, hein, mais vous imaginez derrière une fraise, c'est pas bien épais les mottes. Donc on n'a pas de souci. Moi je préfère carrément une année très sèche. C'est là où on s'éclate le plus parce que c'est très facile à gérer, on se casse pas la tête à devoir casser des briques après avec une rotative ou autre. Donc oui, ça vous laisse tous les débris végétaux en surface. Ça permet à la vie du sol de dégrader tout ça par la suite. Et comme c'est haché finement, je ne vais pas dire que tout passe tout seul dans les outils, parce que quand on a vraiment des gros couverts, des fois, il faut faire attention à une bonne répartition. C'est ça qui est très important. Mais après, aujourd'hui, on n'a plus vraiment de soucis à se faire avec ça. Voilà. Donc après, on vient avec nos implantations de culture de printemps, hein, derrière ce passage de broyeur et de scalper. Donc nous, à la ferme, moi j'implante toutes les betteraves en strip-till. Bon, on se pose toujours la question, est-ce qu'il est bien utile? Le problème, c'est toujours pareil, c'est que dans une parcelle, vous avez peut-être une bonne partie, une majorité de la parcelle où il n'y en a pas besoin. Mais vous avez des fourrières, on a des passages d'épandeurs à fumier ou de tonneaux à lisier qui font que par endroit c'est indispensable. Donc commencer à faire des endroits et pas d'autres, je pense que comme pas mal d'entre vous, avec des salariés, des fois c'est pas toujours évident de donner les bonnes consignes. Donc en général, on passe toute la parcelle, ça sécurise les choses. Donc on a été pendant pas mal d'années, j'ai eu le strip-till depuis 2011, pendant pas mal d'années on a fait strip-till semoir, attelé l'un à l'autre.
pour plusieurs raisons, parce que ça a gagné du temps, parce qu'en 2011, j'avais pas d'autoguidage. Mais on s'est rendu compte que pour betterave, laisser parfois juste 12 heures, 24 heures, ça faisait une grosse différence au niveau de la levée, de la régularité de levée. Donc aujourd'hui, on est systématiquement strip-till, puis semoir. On a toujours tendance à localiser un petit peu de phosphore. Pour betterave, on va mettre quelques tonnes de fientes de poule, localiser 40 unités de phosphore et 30-40 unités d'azote. Et on s'arrête là. On est dans une région où les pucerons, le problème de jaunisse, je pense que c'est pas comme ici, mais c'est pas un problème. En fait, j'ai jamais fait d'insecticide et je vais pas dire qu'il y a peu de pucerons, hein, c'est surtout pas ça que je dis, c'est qu'on n'a pas d'emmerde derrière. Donc voilà. Après pour le maïs, ça va être la même chose, mais avec des périodes un peu plus tardives, donc encore plus facile, parce que le problème de la betterave, c'est qu'on est quand même assez tôt. Donc je suis jamais le premier à semer, mais je suis jamais loin d'être le dernier. Surtout qu'une fois qu'on met en route, ça va vite. Pour pommes de terre, on a toujours derrière, on ouvre soit des chômeurs à dents, soit avec maintenant le compile, donc des bêches roulantes. Donc l'idée, c'est d'attendre que ça ressuie après le scalpage et d'entrer dans les parcelles quand c'est relativement ressuyé. On a des cahiers des charges en ACS, donc comme de terre, on fait de l'industrie, on fait du lavable pour la France, on fait de l'export, on fait de la vente directe, on fait un peu de tout, quoi. Donc l'idée, c'est de perturber le moins possible, mais après, il faut quand même que ce soit assez affiné, hein. Vous savez ce que c'est que la pomme de terre. Donc en moyenne, on va déchaumer 1 à 2 fois. S'il faut derrière un coup de rotative, 2 coups de rotative. Et si vraiment on a un souci de structure, on va fissurer. Donc ça, c'est mon fameux fissurateur. Donc c'est un topaz de chez Lemken qu'on a modifié. En fait, on a viré la dent d'origine. C'est une espèce d'énorme dent pas de doigt qui est abominable à faire travailler. Donc là, on a modifié les tensons et la dent, c'est une dent qu'on a achetée chez Agri France Carbure, donc qui fait une pointe de 7 cm de large. C'est un peu l'origine de la pointe du Focus de chez Orge, quoi. C'était les débuts, c'était un peu la même chose. Donc une dent très droite tous les 42 cm, un truc comme ça. Donc l'idée, c'est si on a détecté des soucis de tassement, et on va les chercher avec ça parce que il n'y a pas de secret, quoi. La pomme de terre, elle va pas pousser là où c'est compacté. Donc c'est des fois plus se déplace que toute la parcelle, mais dans tous les cas, on va jamais se faire prier pour mettre un passage d'outils pour ameublir notre sol. Donc elle compile qui est assez récent sur la ferme, qui est un outil qui me plaît énormément parce que au niveau on va dire impact sur le sol, ça devient très compliqué de faire du lissage avec un tel outil. Ça marche quand même pas mal. Débit de chantier très très conséquent. Donc quelque chose différent et qui nous plaît bien pour le mélange. Donc en gros, quand on déchaume pour patates, on descend autour des 20 cm. Hein, et on a toujours une dizaine d'hectares tous les ans où on broie en scalp, 2 coups de déchaumeur, on plante. Point barre. C'est pas de la poussière, mais c'est loin d'être dégueulasse. Et ça nous fait des belles patates derrière. On se retrouve avec des structures qui tiennent bien la route. On arrive à aller dans des conditions d'arrachage très difficiles parce que je pense que chez nous, on a tendance à arracher plus tard qu'ici. On plante plus tard que vous. On a des variétés assez tardives. Donc on voit vraiment, vraiment, vraiment la différence lors des arrachages difficiles où les voisins, moi j'ai des souvenirs, c'était en 2024, le voisin il sortait tous les jours son arracheuse, elle bronzait au coin de l'hangar, et tous les jours nous on allait arracher, et pendant 4 jours d'affilée, lui il essayait, il ne savait pas s'en sortir. Pourtant on avait des parcelles collées, mais un système complètement différent. Donc on voit bien les effets sur notre structure de sol, quoi. Et on parlait tout à l'heure des entrepreneurs, bizarrement, je l'entends tous les ans, on va venir chez toi, ça va pas ailleurs. Ouais, super. Donc des fois on les envoie chier quand même parce que c'est pas c'est pas facile, quoi. Là bon, voilà, quoi. C'est des choses. Oh. Donc après, le développement des cultures. Donc ça, typiquement, les betteraves, c'est pas la parcelle que vous avez vue, mais c'est la même année, c'est cette année.
Donc si on observe bien, on voit encore pas mal de débris au sol. Donc après, technique de désherbage, on n'a rien à modifier, hein. C'est toujours dans le même thème, hein. Il n'y a pas 50 000 solutions pour désherber de la betterave. Niveau rendement, on n'est pas à l'arrêt du tout. Je vous dis, je suis sûrement un des rares à pas faire d'insecticide, mais on n'y voit pas d'impact. C'est un choix très personnel, hein. Tout ce qui va être insecticide, fongicide, c'est pour ma santé déjà, premièrement. Je ne dois pas l'appliquer, ça m'arrange très bien. Pour la santé du sol, et puis en dernier pour la culture, mais malheureusement on le valorise jamais auprès de nos acheteurs. Mais c'est comme ça, c'est un choix. Après, les pommes de terre, bon, mais voilà, cette année, on n'a pas peiné à faire de la belle patate. On a été comme tout le monde un peu pris du sec, hein. De toute façon, nous, c'est pas compliqué, on n'arrose pas. Je me pose pas la question, et même si je pouvais, j'en voudrais pas de l'irrigation. C'est trop d'emmerde et on a un terroir qui permet de passer à côté, quoi. Qu'est-ce que je peux rajouter? Donc, les maïs, ça reste assez facile. Les pois, on essaye toujours de couvrir dès qu'on a récolté après toutes nos cultures. Donc, les points d'amélioration, il y en a plusieurs. Aujourd'hui, on a pas mal de brebis là, dans nos couverts. Donc ça, c'est un couvert de cette année. Donc l'idée, c'est d'essayer de voir quel est l'impact que peuvent avoir les moutons à pâturer les couverts. Il y a du pour, il y a du contre. Je suis pas ultra convaincu. Je pense que le meilleur, ce serait que les moutons y soient à moi. Mais pour l'instant, c'est un tiers. Lui, ce qu'il me rapporte, on en discutait hier, il est venu faire les échographies, il a 78 brebis juste derrière ma maison, et il va encore en ramener d'autres qui vont arriver d'autres parcelles. Et donc, moi, il commence à me parler, je dis, écoute, parle en français, parce que moi, je suis éleveur de patates, je comprends rien à ce que tu me dis. Donc, il m'expliquait qu'il avait 2,41 agneaux en moyenne dans ses brebis. Alors, je ne sais pas s'il y a des éleveurs de moutons dans le coin, mais en gros, il me disait que c'était quand même assez exceptionnel. Et il m'explique que tous les ans, tous les moutons qu'il met dans des couverts comme ça, et au niveau agnelage, c'est très, très, très bon. C'est énormément de jumeaux et des jumeaux costauds, parce que les brebis ont une diversité de nourriture qui est extraordinaire là-dedans. Ils se gavent plein la gueule et ça leur plaît beaucoup, quoi. Donc ça peut être un truc qui peut être intéressant à diversifier demain. C'est le tout, c'est de trouver le temps de s'occuper de ça, quoi. J'ai des idées, mais bon, on verra si on les penche sur le terrain un jour. Et voir vraiment l'intérêt agronomique, c'est pas si évident que ça, je pense. Je m'intéresse pas mal au semis de couvert en végétation. Alors on a titillé le truc, on n'a pas forcément eu des bons résultats, mais c'est parce qu'on n'a pas forcément employé les bonnes méthodes. On va continuer de chercher parce que ce serait plutôt dans l'idée de faire un couvert relais et de venir semer notre vrai couvert dedans. Tout à l'heure, j'ai écouté parler de faire un premier couvert et revenir à l'automne semer un deuxième couvert. Alors moi, ce que j'ai expérimenté, on l'a déjà fait il y a pas mal d'années sur la ferme, ça a été à chaque fois un échec parce que on arrivait sûrement trop tard avec des semis d'octobre-novembre. Et en fin de compte, le simple passage du tracteur et du semoir impactait énormément le sol. Et derrière ça, les résultats étaient catastrophiques. On se retrouvait beaucoup mieux avec notre simple gros couvert qui durait 8 mois de long. Je vous ai mis une photo d'un mélange. C'est toujours dans l'idée d'améliorer nos mélanges parce que, je vous dis, y a pas, pour moi, j'ai pas trouvé la solution miracle. C'est pour ça que je mets un peu de tout. Aujourd'hui, on travaille un peu plus sur les variétés, sur certaines densités aussi qu'on essaye de pousser. On sait que la veste, faut déjà mettre autour d'une quinzaine de kilos si on veut qu'elle s'exprime. Après, on recherche des gars qui nous amènent, disent tiens, essaye telle variété, ça va être mieux.
Bon, c'est des choses vraiment à améliorer, je pense. Mais on verra avec le temps, avec les formations, les gens qu'on va encore rencontrer pour faire encore mieux demain. Je fais un petit résumé en fait des avantages que ça peut apporter. Donc ça, c'est un couvert après poids qu'on a détruit pour semer des épinards. On a fait des semis d'épinards en direct. Ceux qui connaissent l'épinard, je pense que c'est pas commun. Vous avez peut-être pas vu ça souvent. On a fait un beau petit truc. Malheureusement, il y avait 10 hectares à faire, mais j'ai tellement eu la trouille que j'ai pas semé les 10 hectares parce qu'on était tard en saison. Et j'ai pas osé à 400 balles de semences à l'hectare. J'ai pas pris le risque. Mais on avait mis 1 hectare, je crois, et au final, ça a été une superbe réussite. Donc on va réitérer la chose où on se dit qu'il y a vraiment une solution, même pour des cultures très très sensibles, très spécifiques. On avait broyé, scalpé et mis un coup de weaving pour le semer. On avait augmenté notre densité de 10%. Et franchement, le résultat était ouf. Sans glypho, dans une paillasse de dingue. Je ne sais pas combien de tonnes de matière sèche il y avait, mais il y avait du monde. Donc, ce qu'on a trouvé comme point fort, c'était vraiment l'infiltration de l'eau. Comme je vous dis, comparé à il y a 15 ans, j'ai plus d'eau stagnante dans mes champs. Alors bien sûr, s'il pleut 100 mm en 24 heures, bah oui, il y aura de l'eau qui va poser. Mais on va voir, comparé au champ d'à côté, que ça va très vite se résorber. On a une très forte résistance à la sécheresse, c'est-à-dire que on le voit dans nos cultures. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, ce qui me plaît, c'est une année sèche. Au plus elle est sèche, au plus je vais m'éclater, parce que ça va nous diminuer nos charges, ça va être très facile à implanter, ça va être très peu sensible aux maladies, hein, un mildiou pomme de terre par exemple. On arrive fortement à baisser nos passages de pulvée. Une meilleure portance, elle est induite par le fait de diminuer nos profondeurs de travail, de diminuer nos passages de travail. On a un sol qui a une plus forte résistance, donc des capacités de récolte qui est parfois malheureusement en très mauvaises conditions, mais bon, ça sauve la culture, hein. On n'est pas là pour faire pousser des fleurs, pour récolter. Une amélioration de la diversité. Alors malheureusement, je suis pas scientifique, j'ai pas de beaux tableaux, pas de chiffres à vous présenter tout ça, mais c'est certain, c'est visuel, ça s'observe très facilement au niveau de la quantité d'insectes. Vous venez vous promener en fin d'été, en fin de journée, dans un champ d'engrais verts, vous vous posez, vous écoutez, il y a un monde qui vit là-dedans, c'est de la folie. Les micro-organismes, donc forcément, toutes nos racines vont permettre de protéger le sol, de diversifier tous nos petits travailleurs souterrains, les exudes racinaires de nos plantes qui sont très diversifiés. Quand je vous parle de couverts qui ont minimum 12 plantes, dont des plantes qu'on ne cultive pas en général, permet d'amener beaucoup d'exudes racinaires, de faire vivre beaucoup de champignons, de tout ce que vous voulez. Je ne suis pas assez connaisseur là-dedans pour vous dire tout le monde qu'il y a, mais c'est obligatoire, c'est un fait, c'est sûr et certain. Il n'y a pas besoin de le mesurer, on le sait que c'est là. Donc voilà quoi. Derrière, je suis convaincu qu'on a des résistances plus faciles aux maladies. On a des soucis de désherbage qui sont carrément plus faciles à gérer. Au niveau des vivaces, on s'en préoccupe même plus. Du gain de temps, alors ça, c'est à prendre avec des pincettes. C'est-à-dire que vous allez gagner beaucoup de temps en été parce que vous allez faire 15 semis. Par contre, il ne faut pas oublier que moi, en moyenne, le semoir, il tourne pendant que la batteuse tourne. Donc, il faut quand même avoir du monde. Et au printemps, moi, tous les hivers, je regarde mes voisins labourer. J'y putain, je vais sortir la charrue. Parce que j'ai jamais vendu ma charrue. Je la vendrai jamais. Elle va toujours servir pour semer des pots de betterave de temps en temps. Mais je me dis, les mecs, ils ont labouré, ils ont fait un boulot de dingue, c'est magnifique. Ils vont arriver au printemps, 2 coups de rotative, merci, au revoir. Moi, je vais débarquer, j'aurai un couvert qui va faire 1,50 m de haut devant moi, et on va commencer à mouliner. Alors, une année où tout va bien, parce que pour l'anecdote, cette année, entre le couvert et la planteuse à patates, il y a eu 24 heures.
une année comme l'année précédente, il y a eu 3 semaines, un mois, pas la même météo. C'est tout simplement. Mais on essaye toujours d'être au plus court possible. Parce que c'est un truc, c'est pas scientifique ce que je vais vous dire, mais je suis convaincu que, et c'est ce que j'observe en fait, au plus le délai entre la destruction et l'implantation est court, au plus on va supprimer les risques de mouches, de conneries dans tout genre. Je ne mets pas d'insecticide de sol, je ne mets pas de force, ces choses-là, je ne veux pas les utiliser de toute façon. Mais on parle toujours, nous en légumes, la mouche du semis, ouais, super. On sème des pois en direct dans la végétation et la mouche du semis, on ne l'a pas encore vu venir. C'est ça qui m'inquiète. Et pourtant, j'ai des voisins en labour, ils ont la mouche du semis. Pourtant, eux ont bien travaillé. Mais ça, c'est toujours des croyances qu'il va falloir aussi aller décompacter comme il faut dans les cerveaux des gens. Économie de GNR, ça c'est assez facile à calculer par le nombre de passages en diminution, mais qu'il faut mettre en relation avec des coûts autres, comme des semences d'engrais verts aussi. Faut pas croire que si on économise 10 balles, on va les injecter ailleurs, quoi. Mais bon, il vaut mieux les mettre dans des graines que dans du gasoil. Et oui, il y a un sujet que j'ai oublié d'aborder, que j'ai à peine touché au début, c'est qu'aujourd'hui, c'est les taux de matière organique. Donc j'ai démarré à l'époque, je vous dis, on était entre 2 et 2,2, donc sur une ferme où il y avait beaucoup d'apports de matière, réguliers, et pourtant on n'améliorait pas nos taux de matière organique. Aujourd'hui, j'ai pas changé la politique d'apport de matière organique, on prend tout ce qu'on trouve et on le claque dans les champs. C'est comme ça que j'aime les choses aussi. Pour moi, il faut apporter à bouffer. Par contre, aujourd'hui, depuis 2016, en fait, on a vu les choses vraiment évoluer. C'est qu'en 10 ans, on a gagné en moyenne 0,9 points de matière organique. C'est assez conséquent. Je ne sais pas si chez vous, vous gagnez de la matière organique, mais moi, je connais très peu de personnes qui gagnent de la matière organique. Alors tout ça, c'est assez facile à réaliser. Vous faites des analyses de sol, c'est simple. Et tout ça, pour moi, c'est grâce au couvert, et uniquement au couvert et à la diminution de travail de sol. On exporte nos pailles, on amène des produits organiques, mais qui sont loin d'amener beaucoup de matière organique en eux-mêmes. Ils sont plus fertilisants qu'apporteurs de carbone, on va dire. Donc, on le disait tout à l'heure, je pense, c'était que c'est la seule possibilité d'amener du carbone et de faire vivre les micro-organismes, c'est les plantes, c'est les racines. Donc, je suis convaincu que de toute façon, j'ai pas trouvé d'autre raison de l'augmentation de notre taux de matière organique. C'est ces couverts qui sont assez longs. Donc, il y a plein de choses à améliorer. Il n'y a rien à recopier, que des idées que j'espère vont germer dans vos têtes pour pouvoir améliorer chez chacun son système. Je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, on imagine que ça suscite des questions, des réactions. Alexis, 2 questions. La RU moyenne de tes sols, c'est combien? Je sais pas. Non, mais c'est profond. Ça doit Oui, être bon. oui. 200 mm. On est dans un secteur où, je ne l'ai pas précisé, et c'est pour ça que je dis toujours que mon modèle, il ne faut pas le copier bêtement partout. Il ne marchera pas. Pour l'anecdote, j'ai une deuxième ferme dans le centre de la France, en Creuse. Si je m'amuse là-bas à faire des couverts comme ça, déjà, ça va être compliqué de les faire pousser. Mais si je m'amuse à les développer comme ça au printemps, je suis tranquille, je n'aurai pas de culture derrière. Nous, la fin d'azote et le manque de flotte, on ne va pas le connaître, ou en tout cas pas maintenant. Ça, c'est le contexte qui est comme ça. Ouais. Moi, j'en profite. C'est ça. C'est sur N des couverts végétaux parce que c'est détruit tard, donc c'est lignifié. Mais pas tant que ça en fin de compte, parce que alors quand on le voit sur les photos comme ça paraît assez lignifié. Alors c'est assez exceptionnel. Je fais aussi exprès de mettre des photos lignifiées, comme le couvert qui était à gauche où on aurait dû voir le matériel détruire. Là, c'était beaucoup plus vert. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'on a toujours des plantes qui vont être très lignifiées à graines, et on va avoir des vesses, des facélies, des trèfles dans le fond, qui vont quand même être très très vertes et qui font la moyenne des choses. Ouais, d'accord. C'est toujours une moyenne, en fait. Ouais, c'est ça. Moi, je fais faire de l'épinard en sans labour depuis 7 ans. 8 ans, alors que l'industriel ne voulait pas.
Ouais, bah nous, on demande à l'industriel de nous subventionner, mais il veut pas. Donc voilà, ça marche. Faire de l'épinard en sans labour, ça marche. Ouais. Ouais, c'est un pari osé. Est-ce que vous avez des problèmes de limaces? J'ai des limaces. Des problèmes de limaces, non. Comme je dis, je suis pas scientifique, je sais pas forcément vous expliquer les choses. Des limaces, on en voit toujours. J'ai eu en 2018 où on est intervenu en betterave parce que ça dégageait de trop. Sinon, j'ai jamais mis une anti-limace. Et on n'a pas un secteur particulièrement problématique d'avance. Une question sur la stratégie que vous adoptez pour le choix de votre génétique variété de céréales, pommes de terre, betteraves. Et en pommes de terre, on met ce qui se vend. On fait pas trop compliqué. On met de la gélie pour le marché du frais. On a un contrat en ACS pour Lidl, le marché français. On met de la fontane pour la partie industrielle. Et puis après, de la grilla. Et régulièrement des variétés à peau rouge, mais pas cette année, quoi. Donc on essaye de remplir les variétés qui vont pour les marchés. En betterave, je vais sur des génétiques très résistantes maladies parce que je fais plus d'insecticides depuis quelques années. Je pense que c'est une connerie, mais c'est mon choix à ce niveau-là. Ça passe. On fait pas des records, mais une année comme ça, on est quand même pas mal. Mais ça, c'est plus un choix personnel de vouloir limiter le nombre de fongicides. Aujourd'hui, je pense qu'économiquement, il faudrait quand même aller vers une variété avec plus fort potentiel et faire le fongicide. Mais voilà, ça, après, chacun prend ses décisions. En céréales, on travaille systématiquement sur des mélanges. J'ai un mélange qui doit avoir une dizaine d'années, qu'on renouvelle tout le temps avec nos semences. On essaye d'intégrer de nouveaux mélanges. C'est pas évident d'en tirer des réelles conclusions. D'une année à l'autre, ça évolue. Je suis convaincu que les mélanges ont du bon. Mais après, donner le truc à faire, non, je peux pas ça. Merci. Une autre question? Oui, là je vais vous demander pas faire l'agriculteur, mais faire mon technicien. Je vais appliquer la même chose que vous, dans l'Oise. J'ai un ami, bon il n'est pas du tout du même secteur, il est dans le nord du côté de Béthune. Alors lui, je suis super content pour lui, mais il fait des pommes de terre. Je dis, je voudrais bien faire aussi, mais moi sans irriguer, c'est pas possible. Lui, il irrigue pas non plus. 55 tonnes, super, en patates. Et puis, moi, je voudrais appliquer comme vous, mais au mois de fin juillet, début août, derrière la moissonneuse. Bon, il faut du personnel, j'ai bien entendu, pour arriver à faire les deux en même temps. Mais mon problème, c'est que ça va pas lever. Vous avez essayé? Moi, les dernières années sèches, on m'a dit ça sert à rien, ça sert à rien. On a semé, ça, on a eu découvert. Alors, je connais pas bien votre secteur, je peux pas vous l'assurer. Mais déjà, est-ce que vous avez essayé du semis direct à dents? J'avais mis sur une photo un semoir à disque pour vous donner des ordres d'idées, parce qu'on a les deux sur la cour. Un semoir à disque, un semoir à dents dans la paille. Le semoir à disque fait moins 25% de pieds levés au mètre carré. C'est radical, quoi. Le semoir à dents, il n'y a pas mieux. Faut semer le plus tôt possible. On a eu plein de fois à l'époque où on broyait les pailles, le semoir il suivait la batteuse. Je peux que vous conseiller une chose, c'est d'essayer. Après, peut-être que ça marche pas. Hein. Moi, dans ma ferme en Creuse, on a tenté l'expérience, on s'est pris des gamelles phénoménales. Voilà, chaque secteur est différent. On en parlait tout à l'heure, on parlait des réserves utiles de flotte. Oui, forcément, c'est adapté, c'est pas un modèle qui est recopiable. Ça, c'est certain. Et dernière question, pourquoi vous retirez les pailles? Parce que j'ai les technicos qui nous disent, laissez les pailles, vous les pendez même à des fois votre engrais vert avant moisson, les pailles vont rendre service et vous les retirez. Pourquoi? Parce qu'elle m'emmerde. Parce que une bonne répartition des pailles, c'est pas évident. Vous allez avoir du vent quand vous allez moissonner, ça va pas aller bien répartir. Vous avez un chauffeur à la mort moelleux qui va te faire des tas à droite à gauche. Vous allez débarquer là-dedans, vous allez commencer à faire des tas. Vous allez revenir au printemps, ces tas de paille, ils seront toujours là.
Aujourd'hui, la paille, on la vend 55 €. Moi, je prends le budget, je rachète des camions de fumier, et voilà. Je suis pas convaincu que c'est avec un produit aussi carboné dans un sol qui, pour moi, est encore loin d'être hyper vivant, que je vais savoir l'exploiter. Donc la question de la paille se reposera peut-être dans quelques années où on aura un sol, si on y arrive, avec encore plus de vie, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, voilà, je vous dis, la paille, c'est 55 balles la tonne. C'est pas mal. Par contre, c'est un inconvénient, c'est du trafic en plus dans la parcelle, et c'est un décalage de plusieurs jours du SMI. Mais je reste intimement convaincu que vous n'allez pas faire de la matière organique avec votre paille. Pas dans un sol comme il n'y a pas assez de vie encore pour faire ça. Alors, il y avait quand même pas mal de questions sur la problématique des ravageurs et la gestion des taupins. Alors, j'ai toute la liste des ravageurs. J'imagine que c'est pour patates, du coup, Ouais, plutôt. c'est ça. Donc, pas de traitement de plan, pas de traitement de sol. Je pense qu'on a de la chance d'avoir un secteur préservé. On n'a pas particulièrement de taupins, à part des trucs très ponctuels dans notre secteur. Gestion des pucerons, on fait pas de plan. Comme je dis, il y a du puceron, mais je regarde pas dessus. Les dorifores, j'en parlais hier soir. Il y a tous les ans un coin où il y a des dorifores. Jamais j'ai sorti le pulvé pour aller traiter des dorifores. Pour moi, c'est une ineptie d'aller détruire, je sais pas, quelques milliers de dorifores pour cramer tout le reste qui est à côté. Le coût, l'impact sur la globalité du système, il est beaucoup trop monstrueux. Beaucoup de chance, comme d'hab. Les mulots. Pas de mulot chez nous. Bon, on s'arrête là. Merci beaucoup Alexis, vous pouvez l'applaudir. Merci. Un grand merci à Alexis pour son témoignage lors de notre Agroforum 2026 Agora. S'il a souhaité témoigner, aujourd'hui c'est aussi par esprit de collectif pour transmettre ce qu'il a lui-même reçu, notamment à travers les formations et les témoignages. Son intérêt pour l'agriculture de conservation des sols est né de constats très concrets sur ces parcelles. Il en a parlé, notamment les problématiques d'eau stagnante. Et puis progressivement, il a fait évoluer les pratiques. Et comme il le dit, les couverts végétaux ont été vraiment une porte d'entrée pour lui vers un changement plus global. Donc j'espère que ce retour d'expérience vous a inspiré. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à laisser des likes, des étoiles sur la plateforme d'écoute où vous vous trouvez. Franchement, cela nous encourage vraiment à continuer ce format audio et à valoriser la parole de ceux qui font l'agriculture de l'Oise et du Val d'Oise et au-delà. On l'a vu aujourd'hui avec le témoignage d'Alexis. Alors je vous souhaite un bon retour dans les champs en ce printemps 2026 et je vous dis à très vite dans Demain de Bottes.